Compose, épisode 37. Je suis tellement contente quand ils arrivent chez nous, parce que je sais qu'ils vont être bien, qu'ils vont être différents aussi. Et puis, ça leur permet aussi de se reposer, parce que souvent, c'est des animaux qui ont été dans des endroits pas terribles. Et donc, du coup, ça leur permet vraiment de se poser, de se redécouvrir, parce que souvent, ils sont perdus. Et puis, de pouvoir comme ça bien les cerner, savoir aussi comment ils se comportent et tout ça. Et donc ça, pour moi, c'est des exercices. C'est chouette de voir les comportements des animaux. Chacun est différent. Il y en a jamais un qui est pareil. Mm-hmm. Et puis après, je suis tellement contente quand ils ont trouvé leur famille définitive, où je suis sûre et certaine que c'est vraiment la famille qui correspond. Et c'est tellement gai aussi de voir les adoptants avec un énorme sourire et de se dire yes, un challenge réussi, parce que c'est chaque animal qui rentre dans l'association, c'est quand même un challenge. Et c'est gai de voir tout le monde content, quoi. Mm-hmm. Mais oui, parfois c'est un déchirement, on s'attache. Mais sur le côté, c'est tellement un bonheur, parce qu'on peut en recueillir d'autres qui en ont tellement besoin. Cette semaine, c'est un épisode un peu spécial que je vous propose, puisque je le sors dans le cadre du Podcaston. Compose participe en effet à ce premier événement caritatif qui rassemble plus de 300 podcasts. Le but, c'est de mettre en avant l'association de notre choix. Et moi, c'est Béline Pets and Hope que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. C'est via cette association, créée par Béline Renaud, que j'ai eu la chance d'adopter mon petit chien, un berger australien prénommé Sun. Avec Béline, on a parlé de son amour pour les animaux, de la création de cette association alors qu'elle n'avait que 20 ans, de son fonctionnement, de l'aspect familial de Béline Pets and Hope, du bien-être animal, des abandons, de ses futures envies pour l'association. Évidemment, Sun était présent, ainsi que 2 autres chiens recueillis par Béline. Donc on était bien entourés et je m'excuse pour les quelques bruits durant l'enregistrement. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Béline d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Je suis contente de t'accueillir chez moi. Tu es donc la fondatrice de Béline Pets and Hope. On y reviendra un peu plus tard, mais d'abord j'aimerais revenir vraiment au tout début. Comment est né en fait ton intérêt, ta passion pour les animaux ? Eh bien, je dirais que c'est inné. Depuis que je suis toute petite, je suis vraiment attirée par les animaux. J'ai grandi dans les pattes de mon premier chien. On peut voir sur des photos où je dors carrément sur lui. Il s'appelait Vaillant. Et c'est vraiment lui qui m'a donné l'amour, en tout cas au niveau des chiens. Et puis j'avais un oncle qui était très attaché à la nature et tout ça. Et j'allais souvent chez lui à la campagne. Et je pense que c'est ça le petit plus qui a apporté dans le fait que j'aime les animaux. Génial. Et donc, c'était en 2020 que tu as créé Béline Pets and Hope. Comment est née en fait cette envie ? Eh bien, avant ça, je travaillais en tant que famille d'accueil, en fait, bénévolement, pour d'autres associations. Juste avant le Covid, je faisais des études d'assistante vétérinaire. Et puis, le premier jour de mon stage, j'étais en route et mon stage s'est annulé. Et avant ça, je venais de sauver un chien qui s'appelait Lola. Et ce chien-là, je l'ai confié à une association. Et pour but, en fait, de le garder, l'association devait le garder juste pour 1 mois, le temps de mon stage, en fait. Et puis après, je le récupérais. Et c'était vraiment mon sauvetage, le premier que j'ai fait et qui m'a beaucoup marqué. Ce chien, je l'ai plus jamais vu. L'association l'a caché ou je sais pas, mais donc ce chien, je l'ai plus jamais retrouvé. Ah ouais. Et j'avais pas mon stage et on m'a dit que j'avais 19 ans et que j'avais pas d'argent pour m'occuper d'un chien. Et donc pour me venger en quelque sorte et pas m'apitoyer sur les gens de l'association, je me suis dit je vais vous prouver que je peux très bien m'en sortir avec un ou plusieurs chiens. Et puis le Covid est arrivé, c'est comme ça aussi que ça m'a boosté, on va dire, à en tout cas faire un groupe sur Facebook où il y a eu d'abord mes copains et puis après de plus en plus de personnes se sont ajoutées et je me suis dit oui, ok, il faut que je me protège et que je crée l'association en fait Béline Pets and Hope. Et quelles étaient du coup les premières démarches ? Qu'est-ce que tu as dû faire au début ? Les premières démarches, alors au début, j'ai fait tout simplement un groupe.
Et j'ai commencé en fait à récupérer des chiens qui étaient abandonnés sur des sites internet comme Deuxième Main, Le Bon Coin. C'est des gens en fait qui avaient peur que leurs chiens et en tout cas le Covid, en fait, qui soit porteur du Covid, parce qu'avant on disait que le Covid était transmissible de l'homme à l'animal et tout ça, que c'était en fait une zoonose, c'est comme ça qu'on appelle ça. La rage, par exemple, c'est une zoonose, et donc les gens avaient peur. Et ça, on a oublié pendant la première phase du Covid, et puis après, bah oui, ça a été l'achat compulsif d'animaux. Et avant que ce soit Béline Pets and Hope, ça s'appelait Béline Dogs and Hope. Et puis comme il y avait un afflux d'abandon de chats, de lapins et même des reptiles, donc les nacs, c'est comme ça que ça s'est appelé Pets and Hope, du coup. Et tu avais conscience de tout ça avant de lancer ton association? Tu avais conscience du nombre d'abandons comme ça d'animaux, en plus sur des sites qu'on n'imagine pas à l'origine? J'avais absolument déjà conscience du fait qu'il y avait déjà énormément d'abandon sur les réseaux sociaux. Mais à ce point-là, comme je suis sur le terrain tous les jours, en fait, non. Si je crois par jour, je peux en avoir 5, mais je suis limitée, donc dès que, en tout cas, j'ai un animal qui se fait adopter, hop, j'en reprends un tout de suite parce que c'est tout le temps. Oui, donc il y a eu d'abord ce groupe Facebook et puis l'association en tant que telle. Comment elle fonctionne, cette assoce? Alors, cette association fonctionne grâce aux familles d'accueil. On fonctionne pas comme quand on dit le mot refuge, les gens pensent tout de suite que c'est un refuge avec des cages, qu'on a tout de suite 300 chiens et je sais pas moi, 200 chats. Or que pas du tout. Ici, c'est vraiment l'association. Déjà, c'est plus familial parce que on vit vraiment tous ensemble. J'essaye que ça reste quelque chose de familial et qu'on puisse partager et qu'il n'y a pas vraiment qu'on garde tous contact, et c'est comme ça que ça fonctionne très bien comme ça, l'association. Mais on travaille avec des familles d'accueil et alors on place là l'animal temporairement en fait, et puis ça permet en fait de leur mettre en ordre, qui soient pas dans une cage et qui vivent en fait avec la famille. Comme ça, ils continuent à apprendre la propreté, ils continuent à avoir des interactions, tout ça, avec des humains tous les jours, à être promenés, et ou bien, si c'est un lapin, à se faire caresser, à être sociabilisé avec les humains et tout ça, et être justement être en rapport aussi avec d'autres situations. Tiens, est-ce qu'il y a la famille d'accueil a par exemple des chevaux, on peut il s'endort. On peut tester le chien ou l'autre, enfin un autre protégé avec les chevaux. On peut faire vraiment plein de choses. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Et il n'y a pas cette perte, parce que souvent les animaux en refuge sont un peu déconnectés de l'environnement extérieur. Et donc tu parles d'une période temporaire. C'est combien de temps en général les familles d'accueil? Eh bien, ça dépend. Normalement, quand on est famille d'accueil, c'est une période qui peut aller d'une semaine, comme 1 mois, comme 6 mois. Moi, par exemple, quand j'étais famille d'accueil pour d'autres associations, j'ai déjà gardé le chien pendant 1 an parce que ils étaient laids, mais je choisissais souvent le chien qui était pas super beau et dont personne ne voulait. Mais généralement ici dans l'association Béline Pets and Hope, c'est allez, un petit mois, quoi. Et donc après, il y a les adoptants. Comment vous checkez que les adoptants sont justement des personnes déjà responsables, aptes à avoir le chien, aptes à l'accueillir dans des bonnes conditions? Comment vous faites tout ça? Eh bien, les personnes trouvent, par exemple, un de nos protégés sur notre site internet, sélectionnent, tiens, c'est le chien qui nous correspond. On va d'abord envoyer un mail et décrire, nous avons une maison, un appartement avec jardin ou sans jardin. Nous avons d'autres animaux ou pas d'autres animaux.
Et tout ça, ils nous envoient par mail. Et puis ensuite, on lit ce mail et puis après, on les contacte. Voilà, vous correspondez au chien. On aimerait bien passer chez vous, faire une pré-visite. Vous rencontrer, parce que je préfère nettement rencontrer les personnes, parce que souvent, ce qui est écrit et ce qu'on voit en vrai, c'est très différent. Souvent aussi, on perçoit d'autres choses que la personne ne nous décrit pas. Et voilà, comme là, tantôt, j'étais avec Léa, notre bénévole d'aujourd'hui, qui a vu clairement pendant la prévisite, la personne est trop âgée, trop faible pour accueillir un gros chien, parce qu'elle avait demandé un gros chien. Mais la dame est bien trop âgée pour... Enfin, c'est pas réalisable, quoi. Donc, c'est vraiment très important c'est important qu'il soit adopté, mais en fait, c'est plus important encore qu'il le soit dans de bonnes conditions. Dans des bonnes conditions, et surtout, je trouve ça important aussi de créer cette relation aussi avec les futurs potentiels adoptants. D'où pourquoi je dis que ça reste... Being Pets and Hope reste un côté familial, en fait. C'est ça aussi que j'aime bien, avoir le contact avec mes adoptants, parce que si jamais il y a un problème, on est toujours là pour aider. Ouais. Et là, pour remettre un peu le contexte, donc on est chez toi, chez ta maman, et on est justement avec Sun, le chien que j'ai adopté chez toi, et aussi un chien que tu viens d'accueillir. Toi, comment tu vis le fait d'avoir justement ce, entre guillemets, roulement, de vraiment accueillir les animaux un certain laps de temps et puis qu'ils repartent, ça doit être un petit déchirement à chaque fois, même si tu dois être très heureuse qu'ils trouvent une famille. Oui, en fait, c'est... Je suis tellement contente quand ils arrivent chez nous, parce que je sais qu'ils vont être bien, qu'ils vont être différents aussi. Et puis, ça leur permet aussi de se reposer, parce que souvent, c'est des animaux qui ont été dans des endroits pas terribles. Et donc, du coup, ça leur permet vraiment de se poser, de se redécouvrir, parce que souvent, ils sont perdus. Et puis, de pouvoir comme ça bien les cerner, savoir aussi comment ils se comportent et tout ça. Et donc ça, pour moi, c'est des exercices. C'est chouette de voir les comportements des animaux. Chacun est différent. Il y en a jamais un qui est pareil. Et puis après, je suis tellement contente quand ils ont trouvé leur famille définitive, où je suis sûre et certaine que c'est vraiment la famille qui correspond. C'est tellement gai aussi de voir les adoptants avec un énorme sourire et de se dire yes, un challenge réussi, parce que c'est chaque animal qui rentre dans l'association, c'est quand même un challenge. Et c'est gai de voir tout le monde content, quoi. Mais oui, parfois c'est un déchirement, on s'attache. Mais sur le côté, c'est tellement un bonheur, parce qu'on peut en recueillir d'autres qui en ont tellement besoin. Et justement, tu as créé aussi un groupe Facebook pour les adoptants où ils peuvent partager comme ça des photos de leurs petits compagnons. Ça te fait plaisir de voir tout ça, de voir, y a parfois des anniversaires, des réveillons de Noël, etc. Enfin, ça doit être super gai pour toi de voir tout ça. Ah oui, non, c'est super gai, parce que c'est des choses que parfois c'est leur première année où ils vivent, je sais pas moi, peut-être c'est la première fois qu'on fait de leur anniversaire, leur premier Noël. Et puis quand je reçois des photos comme ça sur le groupe, parfois je les imprime, parce que je trouve ça tellement chouette. Et je les colle parfois un peu partout, ou bien je mets dans un cadre photo. Et ça permet aussi que les gens, quand ils se rendent sur place, par exemple chez moi, ou à la maison provisoire que j'ai à Kreinem, ça permet de se rendre compte que les animaux sont bien, en fait, et qu'on est proche de tout le monde. Oui, tu le disais, pour l'instant, c'est pas un refuge vraiment avec justement des cages, etc. Pour l'instant, tu as une maison sur une période d'1 an. Comment ça se passe? Comment tu fonctionnes avec cette maison? Combien de chiens tu peux y accueillir? Combien d'animaux de manière générale? Alors ça, je dois faire attention aussi, parce que c'est une maison qu'on me prête. J'ai eu énormément de chance. C'est quelqu'un qui a, à mon avis, qui a vu ce que je faisais un petit peu. Ça l'a beaucoup touché, et qui m'a permis justement de m'installer dans cette maison pendant 1 an, qui va être du coup démolie par après. Et mais voilà, ça reste une maison familiale. C'est pas non plus, ça doit rester correct, hein. Donc les chats, comme je vis toute seule dans cette maison, moi je sais m'occuper par exemple d'une vingtaine de chats, mais pas plus, quoi. Il faut rester dans le plus raisonnable possible, et pas s'envahir non plus de tous les petits malheureux qui sont abandonnés tous les jours. Parce que le but, c'est de pouvoir continuer à bien s'en occuper. Alors, dans cette maison à Kreinem, donc on a une vingtaine de chats.
On a notamment 4 lapins, dont un qui a été adopté hier. Donc ça, c'est super chouette parce que souvent, ils sont pas adoptés, les lapins. On les garde 1 an, voire plus. Les gens achètent souvent dans les animaleries et oublient qu'il y a des associations sur le côté qui peuvent les accueillir. Mais non, on a un lapin en plus parce qu'on en a récupéré un hier qui a été lâchement abandonné sur le bord de la route. Il a été jeté de sa cage de transport au boulevard de Woluwe. Et voilà, donc ce lapin, on l'a repêché dans la marécage. Enfin voilà, c'est un petit détail. Mais ce lapin va bien maintenant du coup, et il est chez le vétérinaire en quarantaine parce qu'il doit être vacciné contre la myxomatose avant de pouvoir rejoindre les autres lapins. Et on accueille aussi Dexter, qui est un Doberman, qui est chez nous depuis le mois de décembre. Et voilà, et on a encore la mascotte, Jules aussi. Trop bien. Ouais. Et oui, tu parlais de ce lapin. De manière générale, comment vous recueillez les animaux ? Dans quelles conditions ? Et est-ce que vous êtes prévenu de l'abandon ? Ou est-ce que, comment tu fonctionnes en fait ? Souvent, en fait, dans les débuts de l'association, c'était moi qui cherchais sur les réseaux et tout ça des animaux qui étaient abandonnés. Parce que souvent, on contacte les associations, les refuges pour dire voilà, je veux plus mon animal. Mais tant mieux en fait qu'on contacte les associations et tout ça, mais on oublie en fait tous les animaux sur le côté où les propriétaires parfois ne prennent même pas la peine d'appeler un organisme et délaissent leurs animaux comme ça à n'importe qui ou les lâchent comme ça en pleine nature. Et donc c'est ça aussi que je recherchais sur internet et que je fais toujours d'ailleurs, hein, mais un peu moins parce que quand même on m'appelle pour dire bah voilà, je sais plus garder mon chien, il y a eu un décès dans la famille ou des trucs comme ça. Ou voilà, ma grand-mère est décédée, elle sait plus garder son chat. Enfin, elle est plus là du coup, mais voilà, personne ne peut garder de chat. Et donc c'est comme ça que je récupère aussi, mais c'est souvent sur les réseaux. Et oui, mais j'en veux pas aux personnes qui viennent me contacter. Au contraire, je les remercie de pas les lâcher dehors, quoi. Oui, c'est clair. Et quand tu vois tout ça, quel est ton ressenti en fait quand tu vois tous ces abandons ? C'est souvent malheureusement c'est toujours nous réfléchi, quoi. On prend et puis on jette entre guillemets. Mais parfois c'est des abandons parce qu'il y a plus le choix. Il y a parfois des aléas dans la vie qui font que bah voilà, il faut s'en séparer. Mais ce que j'en veux beaucoup, c'est des gens qui achètent dans des élevages ou les éleveurs qui aussi parfois ne prêtent pas attention où vont leurs animaux. Et donc ça, voilà, c'est souvent on récupère dans l'association des animaux de race. C'est même plus des croisés. C'est vraiment des gens voilà qui ont acheté sur un coup de tête ou bien ils ont acheté par exemple je sais pas moi un chat à 1 000 €, super pédigré, tu t'imagines tout ce que tu veux, et puis maintenant il y a des frais vétérinaires à payer, alors là ils ont plus d'argent pour payer les frais, quoi. Donc voilà. C'est des trucs comme ça qui se passent souvent et c'est triste, quoi. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'en fait, tu as beaucoup de chiots, de vraiment jeunes animaux, jeunes chiens, jeunes chats. Ouais. Bah oui, hein, ça fait pipi, ça fait caca partout, hein. C'est pas intéressant. C'est mignon pour se la péter et puis voilà. T'as l'impression que avec les différentes réglementations comme ça pour le bien-être animal, ça va aider les choses, par exemple la stérilisation des chats ou maintenant le fait d'avoir qu'on puisse nous retirer le permis de détention d'un animal. Tu penses que ce genre de choses, ça peut aider ? Je pense que ça part d'une bonne idée, que ça peut aider, mais que c'est pas encore au point. En Wallonie, ici on est en Flandre, donc c'est pas obligatoire d'avoir un permis. Mais en Wallonie, ces permis-là, eh bien tout le monde l'a. Ouais. Tout le monde est apte à avoir un animal. Mais ce que je comprends pas, c'est que ce soit les communes qui délivrent ces documents. Or que ils ont même pas un réseau dans leur commune partie animale, niveau administratif, et voilà, il y a personne qui s'y connaît dans les animaux, ou bien qu'ils ont une profession spécifique concernant les animaux. Et ils délivrent comme ça ce permis, et puis on n'a qu'à juste montrer sa carte d'identité, hop, mettre dans le lecteur.
Ah voilà, vous êtes accepté, tiens, tenez, je vous donne votre document. Mais ces personnes, parfois, j'ai déjà fait des prévisites chez des personnes qui avaient le permis. Mais c'est scandaleux. C'est un dépotoir, c'est sale. Ils ont déjà eu des chiens ou des chats, mais on ne sait pas où ils ont été. Ou bien ils ont déjà une dizaine de chiens. Et puis, ils en veulent encore un. Donc, et tout ça, comment ça se fait que la commune peut autoriser et dire c'est bon, ils ont leur permis, ils n'ont pas été chez eux. Pour moi, ce serait les refuges, associations ou personnes agréées qui devraient faire une prévisite et puis autoriser avec un permis de dire voilà, cette personne est autorisée à prendre un animal. C'est qui le type de public, toi, qui vient justement les adoptants? C'est quel type de public? Est-ce que les gens sont déjà conscientisés ou t'as souvent des cas, enfin, t'as parfois des cas où tu dois refuser une adoption? J'ai souvent des familles, en fait, qui veulent un animal parce que voilà, leurs enfants ont 5 ans, par exemple. Hein, ça, c'est vraiment le profil, ou 10 ans, par exemple. Et ils se disent, mais c'est tellement important que mon enfant grandisse avec un animal pour prendre conscience des soins qu'il faut faire. Et aussi, ça permet aussi aux enfants d'être un peu plus autonomes, de se débrouiller un petit peu et prendre aussi un peu de responsabilité. Tiens, il faut nourrir le chien le soir ou le matin ou voilà. Et c'est vraiment ce genre de profil. Et sinon, on a des jeunes couples aussi qui viennent d'emménager ensemble, mais c'est pas des jeunes couples d'un an, hein, c'est vraiment des gens qui vont entamer leur vie ensemble, qui sont vraiment posés, réfléchis. Et ça, c'est aussi le type de profil qu'on a. Et sinon, des gens qui se sentent seuls, qui cherchent un compagnon de vie, quoi. Généralement, quand je refuse, c'est des gens qui sont indécis. Ah oui. Quand ils me disent je suis intéressée par le chaton Ilona, par exemple. Ce chien me plaît beaucoup. Non, c'est soit un chat, un chien ou peut-être les deux, je sais pas, mais enfin, on part pas d'un Saint-Bernard à un bichon, par exemple. Ça c'est pas réfléchi pour moi. Donc ces personnes-là, je refuse. Ouais. Et en général, ils ont aussi conscience des caractéristiques d'une race qui, enfin, par exemple, si justement ils aimeraient bien avoir un bichon, ils sont conscients de quelles sont les caractéristiques de ce chien-là? Non, chacun a sa propre idée sur les races. Et puis, par exemple, un Jack Russell, si je dis un Jack Russell, toi, tu vas me dire que les Jacks, ça aboie beaucoup. Or que pas du tout. Enfin, c'est juste une question d'éducation. Et les gens, systématiquement, ils ont cette pensée-là, en fait. Ouais. Or que, non, c'est une question d'éducation. Ici, par exemple, pour le Doberman, Dexter, c'est des chiens méchants. Non, c'est pas un chien méchant, c'est un chien qui a pas été éduqué, dont nous, on s'occupe de le rééduquer et tout ça. Mais c'est un chien rempli d'amour, certes un peu maladroit, mais tellement chouette et attachant, quoi. C'est vraiment le Malinois, par exemple, peut avoir des Malinois hyper excités, vraiment des chiens de travail et tout ça. Oui, parfois il y a des Malinois qui sont toujours des chiens de travail, qui ont besoin de se dépenser, mais qui ont complètement un caractère opposé. Pour moi, les races, oui, il y a des besoins spécifiques. Mais au niveau des traits de caractère, chaque chien est différent. Il faut prendre enfin voilà, ça c'est l'exemple des chiens. Ça peut être les chats aussi, hein, mais tous les animaux sont différents. Et est-ce que toi, tu as des types d'animaux qui reviennent plus souvent? Est-ce que, enfin, dans les abandons, etc., dans les chiens que tu recueilles, tu as vraiment des types d'animaux qui reviennent? Des types de races, pardon? T'as une idée? Oui. En tout cas, ceux qu'on voit souvent au refuge, il y a beaucoup de huskies. Il y a surtout des Armstaff, des Doberman, etc. Ouais. C'est entre guillemets des chiens soit méchants, entre guillemets, ou agressifs, soit un peu trop énergiques. Alors, pour le moment, les huskies sont forts à la mode. Ouais. On a oublié, surtout que ça a été beaucoup acheté pendant le confinement. C'est des chiens qui savent pas rester seuls, ou difficilement, qui ont énormément d'activités aussi. C'est des grands fugueurs, parce qu'ils sont pas assez, ils ont pas assez d'occupation, en fait. C'est pour ça qu'ils fuguent énormément. Niveau Amstaff et Malinois, on en voit très peu dans les associations. On les voit plus en refuge parce que c'est souvent malheureusement des chiens les Amstaff par exemple. Ça, j'ai déjà eu des demandes pour des Amstaff, mais c'est des Amstaff qui ont pratiqué du mordant. Ouais. Donc moi je prends pas ça dans l'association parce que
j'ai des profils de famille et tout ça, et que je sais pas comment le mordant a été appris et tout ça, c'est trop dangereux, quoi. Je peux pas prendre de risques. Et donc, oui, ces chiens se retrouvent en refuge et parfois, malheureusement, ils sont trop agressifs. Donc, c'est implaçable et il faut euthanasier, quoi. Ou bien des Malinois, ça j'ai déjà accueilli des Malinois ici. Ils avaient tous les besoins qu'il fallait. Et donc là, on trouvait des familles, mais voilà, ça prend plus de temps parce que critères de la race Malinois, ça demande courir plusieurs fois par jour et des choses comme ça. Oui, ça demande des activités, mais c'est tout à fait aussi un chien familial, hein, comme les Amstaff aussi. Hein, mais voilà, quand c'est des chiens qui font du mordant, ils restent. Enfin, je peux pas les prendre en charge, c'est trop triste, quoi. Et alors aussi, le nombre de chiens que nous on recueille dans l'association aussi, c'est les chihuahuas. Ah ouais. Ouais, les chihuahuas, les bichons. Qu'est-ce qu'on a? Des teckels aussi, ça beaucoup. En général, pourquoi? Parce que justement, dans les refuges entre guillemets classiques, pas les assos, justement, c'est les petits chiens, c'est ceux qui partent le plus vite. Oui, mais ils sont pas publiés sur les sites internet des refuges ou associations parce qu'ils partent tellement vite qu'ils sont pas publiés. Donc, si jamais on a envie d'un petit chien et qu'on le voit pas sur un site internet, au moins se rendre sur place pour voir, tiens, est-ce qu'il y a pas un petit chien où on aura plus de chances de le trouver en refuge plutôt que juste de se contenter de regarder sur le site. Mais oui, c'est des chiens qui partent vite parce que c'est facile à prendre partout et tout ça. Et puis et voilà, en fait, c'est très pratique. Maintenant, après, on a aussi des petits chiens qui, ils ont des caractères pas faciles parce que justement, la personne le portait tout le temps à bras et donc c'était des chiens qui sont devenus hargneux. Donc, c'est des chiens avec lesquels parfois on travaille pour justement le fait de casser cette espèce d'hyper-attachement qu'il a avec certaines personnes, quoi. Et c'est ça aussi le travail de famille d'accueil, c'est de rééduquer ces chiens. Ouais. Et tu parles en on, ça veut dire que tu as une équipe autour de toi? Oui. Alors, on est composé de 3. On est avec Philippe qui s'occupe beaucoup de la gestion, tout ce qui est paperasse et tout ça parce que je suis très désordonnée. Et alors Alexandra qui s'occupe aussi de faire des prévisites, qui accompagne Philippe aussi parce qu'on a des rendez-vous sur le côté. C'est beaucoup d'administration, hein, tout ça. Donc ils gèrent tous les deux et heureusement qu'ils sont là. C'était vraiment important pour toi d'avoir des gens comme ça, mais de manière constante, quoi. Pas seulement des bénévoles, mais vraiment une équipe avec toi. Oui. Depuis que l'association a plus ou moins 1 an et tout ça, l'association monte en crescendo au niveau des gens qui veulent adopter des animaux chez moi et tout ça. Et franchement, c'est tellement chouette parce que je me dis que au fur et à mesure, je peux accueillir plus d'animaux, mais donc du coup, ça me demande beaucoup plus de travail. Et il me faut une équipe derrière aussi parce qu'il y a des choses, je vis tellement dans l'association que je m'aperçois pas toujours de certaines choses. Et donc, c'est bien que j'ai une équipe qui m'épaule sur le côté encore en plus pour me guider. Et puis aussi, j'ai que 22 ans, donc on va dire que j'apprends plein de choses, hein, donc voilà. Et puis parfois, je fais des erreurs et puis ça me permet d'être épaulée, quoi, tout simplement. Et autour de vous, vous avez aussi des bénévoles justement pour aller rechercher les animaux, etc., les emmener dans les soins, pour les soins vétérinaires, etc. Non, parce que j'ai tendance à beaucoup contrôler tout ça. Maintenant, c'est Philippe aussi et Alexandra qui vont parfois. Mais sinon, souvent, ce que je fais, c'est que, par exemple, je prends Léa ou bien je prends d'autres bénévoles qui me suivent. Je leur propose, tiens, vous voulez me suivre pour une journée parce qu'il faut aller chercher un animal ou parce que c'est intéressant et j'ai envie de t'apprendre, j'ai envie de te donner aussi le goût des sauvetages et te rendre compte en fait qu'il y a quand même pas mal d'animaux abandonnés et que c'est important d'agir, quoi. Elles ressemblent à quoi tes journées? Ouf. Longue, mais on se rend pas compte, ça passe tellement vite, tellement que c'est chouette en fait. Oui, je passe mon temps à faire des prévisites. En fait, on rencontre beaucoup de gens. C'est ça qui est chouette. Il y a beaucoup on reste pas assis derrière un écran. Il y a toujours quelque chose à faire. On va promener. Maintenant, il y a beaucoup de nettoyage. Ça, c'est vraiment la moitié, disons, de la journée, c'est le nettoyage constamment.
Beaucoup de... Enfin, en fait, les animaux, c'est des enfants, quoi. Donc, c'est comme une grande crèche. Et donc, il y a tout ça. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de nettoyage et de pré-visite. Une grande crèche avec plus de poils, quand même. Oui, plus de poils, oui. Ouais. Et oui, par rapport au fait que tu veux, entre guillemets, tout contrôler, et tu veux être là, c'est vraiment parce que ce projet, c'est ton bébé aussi? Ouais. Oui. C'est vraiment une passion et j'ai la chance de pouvoir faire l'association. Maintenant, après, c'est que 100% du bénévolat. Mais les animaux, je les considère tous comme les miens, en fait. Et donc oui, j'ai besoin de savoir, ok, il est en heure de vaccin, ok, il a un rhume, ok, il faut des petits médicaments, des petits antibiotiques. Et oui, comme c'est comme les miens, on va dire ça comme ça, jusqu'au moment de leur adoption, bah pour moi, c'est important de tout savoir, quoi. C'est comme, on va dire, un peu mes enfants, quoi. Justement, financièrement, comment vous fonctionnez? Aux dernières nouvelles, l'association, en tout cas, n'avait pas de subside. Je ne sais pas si ça a changé depuis qu'on avait discuté, mais sinon, comment vous fonctionnez avec les dons, etc.? Alors, on a depuis un subside de Wezenbeek. C'est déjà ça? C'est pas beaucoup, mais ça permet de castrer un chat. Ah oui, bon, oui. Par an. Donc, okay. C'est pas la folie, quoi. C'est pas la folie, mais c'est mieux que rien. Hein. Donc après, j'espère pouvoir avoir plus de subsides dans d'autres communes où justement à Bruxelles, je récupère pas mal de chats abandonnés. Ou bien dans d'autres communes aussi où on agit beaucoup et où on ne reçoit pas d'aide, quoi. Donc oui, c'était quoi ton autre question? Oui, bah c'était la partie alors dons. C'est vraiment avec les dons des gens que vous fonctionnez? Alors, on fonctionne beaucoup avec les dons. Maintenant aussi, c'est avec les frais d'adoption. Nos frais d'adoption, ça nous permet de rembourser nos frais vétérinaires. Ah oui. Et tu es attaqué par personne qui veut aller jouer de l'autre côté. Ouais. Je vais les crever. Ouais. Mais voilà, on reçoit des dons sur Teaming. Ça aide même juste en versant 1 € par mois. Si on va dire tous nos membres sur Facebook, sur Instagram ou même sur TikTok versent 1 €, ça permet de payer tous nos frais vétos parce que par mois, par exemple chez un vétérinaire, je suis à plus de 1 200 € et j'ai 3 cabinets vétérinaires qui nous aident et à chaque fois c'est des sommes qui explosent, mais on n'a pas le choix parce que moi quand on accueille un animal, je fais la totale. J'ai pas envie qu'un animal part et que ses dents soient pas bien faites ou parce qu'il a plein de tartes, parce qu'il a eu une mauvaise alimentation. Quand il part de l'association, je veux que tout soit de A à Z en ordre, quoi. Donc voilà, mais oui, donc les frais d'adoption, ça permet de rembourser une partie des frais vétérinaires. Ouais. Et puis après, il y a des gens qui font des dons. Mais c'est pas encore assez parce que, là, pour le moment, on est dans le négatif, quoi. Ah ouais. On a vraiment une association, on sait jamais si on est dans le positif ou dans le négatif. Et c'est ça aussi que j'aime bien parce que c'est un peu un challenge de dire ah mince, on a eu trop de frais véto ou trop de frais dans d'autres choses. Et il faut savoir remonter, quoi. Ouais. Donc, et tu reçois aussi des dons en nourriture, en matériel, etc. Il y a Maxiso qui nous aide beaucoup. Il y a notamment des gens qui ont perdu leurs animaux, qui pensent tout de suite à nous, ou bien ils ont acheté la mauvaise marque de croquettes, ou bien l'animal qui fait un peu... qui n'apprécie pas trop son Edgar et Cooper, par exemple. Alors c'est pour nous et nous on est hyper contents. Et donc oui, il y a aussi d'autres magasins qui nous aident. On a aussi un autre partenaire qui nous aide beaucoup, c'est Bazouf, qui nous a apporté une série de leurs croquettes. C'est de la nourriture à base d'insectes. Donc voilà, et nos animaux aiment beaucoup aussi. Excellent. Et puis voilà, parfois on a encore des magasins qui nous appellent et tout ça sur le côté. Et puis si jamais on n'utilise pas les croquettes, le matériel ou quoi, alors on envoie pour d'autres associations ou des personnes dans la précarité qui en ont vraiment besoin. Donc il y a 0 gâchis et tout est utilisé.
Et comment tu as fait en fait pour que ces différents partenaires connaissent l'association? Comment tu t'es fait connaître? Aussi pour les dons des gens, quoi. Comment tu as développé la visibilité de la SBL? Eh bien, c'est beaucoup sur Facebook. Et puis de bouche à oreille, que en fait, au fur et à mesure, ça s'est fait. Après, j'ai tendance beaucoup à parler. Donc, quand je suis dans la rue et que je vois un chien, d'office, je parle avec la personne et c'est beaucoup comme ça, en fait. C'est vraiment de bouche à oreille et puis sur les réseaux. Mmh. Oui, tu parles de Facebook, mais il y a aussi beaucoup Instagram où tu partages vraiment un peu le quotidien de l'association. C'est important pour toi que les gens qui te suivent se rendent compte un peu de tout ce que ça demande en fait comme temps et d'organisation, etc. Donc avant, j'utilisais pas beaucoup Instagram, mais maintenant de plus en plus pour prouver aux gens parce que parfois je reçois des messages comme quoi je ne réponds pas assez vite aux messages, à leurs demandes et tout ça. Et en fait, c'est pour montrer que je suis tout le temps occupée et je mets en story et tout ça. Et puis, aussi pour conscientiser les gens et montrer ce qu'on voit tous les jours sur le terrain, qu'on a quand même, il y a quand même des histoires trash, quoi. Trouver comme ça un chien dans une cage, dans un appartement... dans des conditions pas terribles non plus, je sais pas moi, un cochon qui devait se transformer en saucisse, qu'on transfère et qu'on amène dans un refuge qui est apte à l'accueillir. Il y a plein de choses et je pense que justement ça permet aux gens de se rendre compte beaucoup plus. Et puis aussi ça permet que ils se proposent, que chacun fait un peu ce qu'il peut aussi. Donc, et grâce à Instagram, je reçois quand même pas mal de messages en me demandant tiens, est-ce qu'on peut venir une journée t'aider? Je me rendais pas compte que les gens pouvaient abandonner comme ça, mais c'est honteux. Donc c'est beaucoup comme ça en fait. Ah ouais, génial. Et justement, c'est quel type de personnes qui viennent t'aider? C'est plutôt vu que toi t'es assez jeune, c'est aussi des gens de ton âge ou il y a vraiment tout type de personnes qui viennent t'aider comme ça? Alors c'est souvent des étudiants et puis parce qu'on a le même âge et donc je pense que du coup ça me j'ai beaucoup de contacts aussi au niveau de mon âge plus ou moins et puis c'est des jeunes rétos aussi qui savent pas trop quoi faire. Des stagiaires, des jeunes vétérinaires aussi. Par exemple, c'est souvent aussi des retraités. Ou bien... mais souvent, c'est marrant parce que souvent les retraités, ils ont un regret. Ils disent j'ai toujours rêvé d'ouvrir un centre pour animaux, quelque chose comme ça, et je l'ai jamais fait. Ah ouais. Et je pense aussi que j'avais peur de jamais réaliser au fond de moi ce que j'aimais faire, c'était les animaux. Et on n'est qu'une seule fois jeune. Et c'est maintenant, quoi. Donc, en fait, ça permet aussi aux personnes qui n'ont pas eu le temps ou, je sais pas moi, l'énergie de pouvoir travailler ou quoi dans une association, de vivre vraiment. Ils peuvent venir aussi d'ailleurs quand ils veulent, du moment qu'on est passionné, c'est bon, quoi. Ouais. Et quand tu entends ça, justement, des gens qui te disent que c'était ça leur envie, mais qu'ils ne l'ont pas fait, t'es encore plus fière de toi avoir osé le faire? Oui. Maintenant, après, j'ai pas de diplôme, j'ai rien du tout, et je me dis aussi que c'est la seule chose que j'ai, mais je la vis. Je vis, quoi. Je fais pas quelque chose que je n'aime pas, et voilà, et je me débrouille tous les jours, et non, je suis contente. Je suis vraiment contente de pouvoir aussi sauver autant d'animaux, quoi. Et ça te fait un peu peur, par contre, l'aspect financier, quoi. Donc, tu le disais, tout est du bénévolat. Donc, le fait de ne pas pouvoir te donner un salaire correct, de ne pas pouvoir commencer à travailler, entre guillemets, de manière classique, comme d'autres jeunes de ton âge, ça, tout cet aspect financier, ça t'inquiète? Pendant 2 ans, ça m'a pas vraiment inquiétée. Là, entre nous, ça commence un peu à m'inquiéter parce que je ne fais plus que l'association. Comme j'ai pas de salaire, j'ai rien du tout. Je suis demandeuse d'emploi. Il faut que je trouve maintenant un deuxième job
pour pouvoir justement me nourrir, m'habiller, avoir quand même encore des loisirs sur le côté parce que j'ai plus de loisirs. Et c'est bien de temps en temps de pouvoir un peu s'échapper de l'association, par exemple, juste pour pouvoir se prendre du recul et se dire « Ah ok, c'est comme ça que je devrais faire. » Et parce que c'est bien aussi de prendre du recul et de pouvoir réfléchir à de nouvelles idées, de nouveaux projets et pouvoir, on va dire, mieux s'organiser aussi. Et avant d'ouvrir l'association, j'ai eu quand même un peu le temps de réfléchir et tout ça. Donc, et maintenant, j'ai plus le temps de réfléchir. Donc, je suis toujours dans le même bain, récupérer les animaux, les soigner, vétérinaires et tout ça. Et or qu'il y a encore plein d'autres projets que j'ai envie de faire et que j'ai pas le temps de faire. Et voilà, mais oui, là actuellement, je sais que ça va être très chaud pour moi d'avoir encore un emploi, trouver un job sur le côté, mais je dois le faire parce que sinon j'ai plus rien sur le côté. Je sais plus rien faire quoi. Donc voilà, et je pense que quand même savoir me nourrir, c'est quand même important pour avoir l'énergie de continuer. Donc il faut que je fasse un choix quoi. Mais je pense que si un jour on a plus de dons et tout ça, je vais pouvoir me prendre un petit salaire et pouvoir continuer ce que je fais quoi. Oui, parce qu'après, en fait, c'est un travail que tu fais. C'est nécessaire et c'est un vrai boulot, même si pour l'instant c'est pas encore reconnu comme tel. C'est entre guillemets toujours du bénévolat. Ouais. Mais c'est un travail qui mérite salaire, quoi. C'est un travail qui. Mais je suis pas la seule à avoir ce souci-là. Il y a encore plein d'autres associations. Ouais. Et je trouve qu'on rend service tellement à la Belgique, parce que sans nous, il y aurait tellement plus d'abandon. Et voilà, et on n'est pas vraiment, on va dire, aidé par notre commune. Or que je pense que, on va dire, c'est un peu grâce à nous qu'ils n'ont pas plein de chats partout, plein de lapins, parce que ça aussi, les lapins, ça aussi, ça se reproduit très vite et il y en a plein partout, quoi. Donc oui, c'est dommage, mais peut-être qu'un jour, on sera reconnu. Donc oui. Et sur le côté aussi des associations, il y a aussi les trappeuses qui s'occupent de trapper les chats, de les stériliser, parce qu'il y a beaucoup de chats errants, sauvages aussi, et qui sont inadoptables, qui sont relâchés par la suite dans leur environnement, sur leur terrain, en fait. Et qui sont stérilisés, mais même parfois la commune ne prend pas en charge les stérilisations. Donc les trappeuses payent de leur poche. Donc c'est pour éviter aussi qu'il y a d'autres chats qui meurent dans d'atroces souffrances. Nous parfois on est chez les vétérinaires et on a des chats dans des piteux états avec des tumeurs qui ont pété, avec un morceau d'oreille en moins, et tout ça on n'en parle pas en fait. Les gens préfèrent éviter parce que ça dégoûte. Ouais. Et donc, de toute façon, ça, c'est pas leur problème, c'est pas leur chat. Donc ça, c'est vraiment ce que je vois souvent, et trop souvent. Et c'est dommage que ça, les communes ne prennent pas conscience, en tout cas. Et toi, t'essayes un peu de montrer tout ça, parce qu'on sait que les réseaux sociaux, ça a quand même un pouvoir aussi, ça a un pouvoir de toucher plein de gens. Tu veux vraiment conscientiser aussi les gens en leur montrant tout l'envers du décor, entre guillemets? Je veux conscientiser les personnes qui ne comprennent pas le fait de pas stériliser leurs animaux, quoi. En tout cas, au niveau des chats, parce que qui est leur chat sort et ils disent qu'ils font pas de bébé, mais bien sûr que si. Même un mâle entier. Moi ici, je suis sûre qu'il y a un de mes voisins qui a pas stérilisé son chat. Et oui, alors hop, c'est reparti, quoi. En moyenne, par portée, il y a peut-être 2 chatons qui sont abandonnés. C'est énorme. Ou peut-être 2 qui sont pas stérilisés. On est reparti, je crois qu'un chat peut avoir quand même 2 portées, voire 3 portées par an. Donc, les petits d'octobre, les chatons d'octobre, ils ont des chatons au mois de mai. Donc, c'est tout le temps. Et c'est vraiment pour prouver aux gens, mais voilà, regardez où ça en est, quoi. Ça a des conséquences. Ouais. Et alors souvent, ah oui, je viens d'avoir un chat, j'aimerais bien qu'il fasse comme une portée. Oui, mais la portée va être de 8, par exemple. Mais après... Ah oui, mais j'ai trouvé des gens qui sont intéressés. J'ai trouvé 8 familles. Mais même moi, pour une portée, c'est tellement compliqué de trouver 8 familles qui comprennent bien qu'il faut stériliser les chats. Maintenant, après, dans l'association, il y a des contrats et tout ça. Mais c'est compliqué même pour moi de trouver. Donc, c'est vraiment des chatons, parfois, plic-ploc, donner à n'importe qui et ça recommence, quoi. Donc j'espère en publiant des vidéos ou même des lapins,
des hamsters aussi, que ça on n'en parle pas souvent non plus, mais c'est souvent acheté un peu partout ou bien pris comme ça sur les réseaux sociaux. Les rats aussi, par exemple les rats domestiques, et ça se prolifère très vite et ça pose problème. Par exemple ici, il y a une maison sociale qui nous avait contactés, il y avait 80 rats chez la personne. 80 rats domestiques. Mais maintenant, bon, les rats étaient devenus sauvages, mais il y avait des rats partout. Hein. Il y avait des rats dans les conduits parce que ça mange tout ce qui est électrique aussi. Et enfin, c'était un monsieur qui avait acheté ça comme ça dans un magasin et il avait ramené chez lui, il voulait faire des petits. Bah, les petits ont fait des petits, les petits ont fait des petits, les petits des petits ont fait des petits. Donc, c'était... Ouais, non, c'est carnage, quoi. Et tu parlais des contrats que vous avez dans l'association. Bah oui, la stérilisation, la castration, c'est obligatoire. C'est logique, en fait, de devoir mettre ça. Enfin, est-ce que c'est nécessaire parce que sinon les gens ne le font pas? En fait, si tu ne mets pas toi-même sur le contrat obligation de stérilisation, les gens ne le font pas forcément? On met aussi d'abord l'âge aussi, parce qu'ils ne savent pas, en fait. Un chat... c'est quand c'est chaleur, c'est vers ces 5-6 mois. Et en fait, ils prennent pas conscience, tiens, il faut le faire tout de suite. De toute façon, nous, nos chats, ils ne sortent pas tant qu'ils sont pas stérilisés. Ça, c'est une des conditions. Si j'apprends qu'un de mes chats n'est pas stérilisé, mais je viens directement chercher l'animal, ou j'attends que la personne se rende compte. Une fois, par exemple, j'ai la police qui m'a appelée et qui m'a dit « Bonjour, on a retrouvé votre chat ». Mais en fait, c'est des chats qui sont pas stérilisés encore et normalement ils restent à l'intérieur, mais ils sont sous mon nom. Donc ça, c'est la condition aussi. C'est pour justement avoir un contrôle et avoir la preuve. Tiens, ok, voilà, je vous envoie la preuve que le chat est bien stérilisé. Et alors maintenant, après, je le mets au nom des adoptants. Ça permet d'avoir de garder contact avec les adoptants pour être sûr que le chat soit bien stérilisé. C'est la meilleure méthode que j'ai trouvée. Sinon, c'est trop compliqué. Je peux demander par exemple une cotisation, des choses comme ça, mais voilà, ça c'est vraiment la meilleure solution que j'ai trouvée et ça c'est le mieux. Et donc d'ici, le chat pouvait pas sortir normalement. Et donc du coup, moi c'est la police qui m'a appelé parce qu'ils ont trouvé un chat perdu. Donc ils m'ont gentiment appelé et j'ai été chercher le chat. Et j'ai attendu que les adoptants s'inquiètent un petit peu. Puis en effet, ils se sont inquiétés et ils m'ont appelé ils ont appelé directement l'association pour dire « Ah tiens, vous avez pas vu notre chat ?» Et je dis « Oui, mais comment c'était qu'il était dehors ?» Et heureusement, ce chat tout avait déjà été prévu. Il devait se faire castrer le lendemain, quoi. Mais voilà, il s'est échappé comme ça accidentellement. Et c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Même moi, j'ai déjà perdu mon chien ou mon chat, ça peut arriver. Mais on a quand même un suivi derrière. Et voilà, et si les gens ne font pas, alors on reprend... on est toujours... on a toujours un lien avec nos animaux qu'on place, quoi. Et t'as souvent vécu des situations où, en fait, l'adoption se passe mal et du coup, l'animal revient? On a déjà eu des personnes avec qui ça ne matchait pas, au final. Pourtant, ils ont déjà vu le chien plusieurs fois, ou des choses comme ça. Et puis, oui, c'est peut-être parce que le chien, l'environnement est tout à fait différent. Où ça correspond pas pour le chat. Je sais pas, moi, il y a une odeur qui lui plaît pas, il fait pipi partout, alors qu'il était propre chez nous, par exemple. Ça peut arriver. Maintenant, c'est très, très rare. Je crois... En 2 ans, je crois qu'on a eu 3 retours. Ah oui. Donc franchement, parce qu'on fait les prévisites avant et on prend notre temps avec les gens et ils prennent leur temps ici chez nous pour les animaux. Je sais pas moi, on va faire une balade. Enfin, il y a vraiment un échange et on prend le temps. Donc c'est pas hop, oui, j'ai vu l'animal, je repars avec. Non, enfin, il y a toute une procédure. Si on voit que les personnes sont encore un peu indécis, ils reviennent. Et si on voit que ça va pas le faire, on leur explique. Écoutez, voilà, je vois que ça va pas ça ne convient pas pour l'animal, mais j'ai un autre animal qui pourrait correspondre et alors je vous le présente, quoi. Mais ou bien après ils patientent et ils sont sous liste d'attente et alors on les recontacte dès qu'on a un animal qui correspond pour leur chez eux, leur environnement, leur quotidien, parce que si ça dépend aussi de combien de temps les gens travaillent et tout ça. Donc il y a tout ça qui est tenu en compte en fait. Donc, et malgré tout ce que tu vois, ça te donne de l'espoir quand tu vois par contre les adoptants et ce qui se passe avec les animaux qu'ils recueillent quand ce sont des histoires en fait positives. Ça te donne de l'espoir pour la suite? De les voir évoluer, de voir que en fait il y a des gens qui
sont comme toi, enfin qui pensent comme toi et qui prennent soin en fait de leurs animaux et que c'est logique en fait pour eux. Ah oui, mais quand ils ont compris tout le sens de ce qu'on fait aussi, franchement, c'est tellement chouette. Mais déjà, la personne qui vient contacter une association au refuge, je trouve ça merveilleux, quoi. C'est qu'ils ont compris qu'il y avait quand même pas mal de malheureux, en fait, et qui cherchaient tous une famille, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Déjà que les personnes prennent conscience que ça sert à rien d'aller acheter encore ailleurs, ou qu'ils veulent un chiot tout petit. Souvent aussi, ah non, je préfère un chiot, comme ça je lui apprends tout depuis le début. Bah ok, c'est chouette, mais tu connais pas vraiment son caractère, tandis qu'un chien adulte, bah il y a déjà le caractère qu'elle a, et oui, certes, 2-3 petits trucs à remettre en place, mais sinon, bah il y a son caractère, et c'est ça qui est chouette. Souvent on me propose, ici j'ai déjà plein de mails, ah vous avez des chatons à l'adoption? Non, on n'a pas de chaton à l'adoption, mais nous avons des chats adultes. Oh non, je veux un chaton, mais pour pouvoir l'éduquer, pour pouvoir faire moi-même créer, on va dire, un petit peu son caractère et tout ça. Or que, non, un chat, ça s'éduque pas, et c'est beaucoup mieux de prendre un chat plutôt adulte parce qu'on est sûr que ça correspond au foyer, quoi. Donc, parce que parfois il y en a qui ont des surprises, hein. Parfois le chaton, le chaton qui devient chat, ça lui correspond pas du tout, et c'est aussi pour ça qu'ils sont abandonnés. Ouais. Tu parlais de projets que tu avais envie de mettre en place, mais que voilà, financièrement, c'est plus compliqué, etc. Si tu pouvais tout faire, tu ferais quoi? Oh, le rêve, avoir une ferme, pouvoir accueillir d'autres organismes, plus pourquoi pas dans le handicap, des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des animaux chez eux, et pouvoir en fait faire venir des gens, passer du temps avec les animaux. Ça, c'est mon plus grand souhait. Pouvoir aussi un jour accueillir un cheval ou un âne. J'adore les ânes. En fait, j'adore l'odeur. Excellent. Ouais. Et peut-être dans plus longtemps une vache aussi. Mais c'est vrai, c'est super mignon les vaches. Mais oui, avoir mon petit coin de paradis, quoi. Et que voilà, qu'on puisse accueillir des gens qui sont tout aussi amoureux des animaux. Donc, et pouvoir avoir des chiens en liberté. Mon but, c'est pas avoir un chenil avec 200 chiens, hein, c'est pas ça, hein. Mais avoir par exemple 10 chiens qu'on rééduque, dont on s'en occupe. Parfois, on a des chiens qu'on peut pas placer en famille d'accueil, comme Dexter par exemple, parce que il faut quand même un peu plus de connaissances. Et donc, c'est moi qui le garde en accueil, et je suis très contente. Voilà, moi, je découvre ce chien tous les jours, et il évolue tous les jours. Mais voilà, donc j'aimerais bien, tout en gardant mes familles d'accueil, avoir une ferme sur le côté et pouvoir faire plein de projets derrière, même des activités, ou pourquoi pas même héberger des gens. Ah tiens, j'ai envie de passer un week-end, hop, t'as ta chambre, tu peux rester et venir aider et passer un bon moment, quoi. C'est un peu une semaine de vacances, quoi, même. Pourquoi pas. Tu vois comment la suite de l'association là, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent? J'en ai aucune idée, mais vraiment aucune. Enfin, j'espère qu'un jour mon rêve va se réaliser, c'est pas ça, hein, mais je sais pas quand. Je vis un peu au jour le jour, on va dire ça comme ça, et mes animaux me suivent. Donc, trop gai. Je vais te poser la dernière question du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Mais ça peut être dans tous les domaines que tu veux, professionnel, privé. C'est une très bonne question, hein. Ça, qu'est-ce que... Ah, mais j'aimerais bien. Enfin, là, ce que j'ai en tête depuis longtemps, parce que je regarde un peu ce qu'il y a au niveau des... Enfin, c'est encore sur les animaux, mais des lois sur les animaux et tout ça. Il y a tellement de choses illogiques. J'aimerais bien tout, je sais pas, tout remodifier, remettre au jour, et pouvoir avoir une loi mieux adaptée à cette époque que maintenant, où il y a des lois même illogiques. Oui, Son approuve. Oui, Son il approuve en tout cas. Ah, tant mieux. Merci. Et du coup, ce serait oser toquer la porte d'un cabinet ministériel ou autre et de te faire entendre? Oui. Ouais. J'aimerais bien que les choses changent.
et que ce soit des gens, ou bien celles qui mettent des lois, soient au moins sur le terrain, quoi. C'est pas normal que ce soit des gens qui ne vivent pas ce qu'on vit, qui imposent des lois comme le permis, par exemple. C'est très bien, hein, il y a une idée derrière, mais la suite, ça ne va pas, quoi. Donc, mais l'idée est là, c'est mieux que rien. Mais oui. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Merci Béline d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour suivre son association et la soutenir dans les notes de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un commentaire et étoile sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter cet épisode et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à soutenir financièrement le podcast via Patreon et Utip. Tous les liens sont dans les notes. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.